Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, entraînement de tirage, front lever je pense en particulier. Je vais peut-être tester le mana, mais je pense que front lever ça passera mieux. J'ai apporté du changement dans mes entraînements ces derniers jours. Alors j'ai pas pu te filmer mes 2 derniers jours, parce que je m'entraînais dans des endroits où je pouvais pas filmer. En gros, je me suis davantage concentré sur la fréquence d'entraînement et sur ma technique. Parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que mes formes étaient dégueulasses, je me concentrais beaucoup trop sur forcer et pas assez sur peaufiner ma technique. C'était notamment le cas en poussée, et comme en poussée c'est la chaîne postérieure qui permet d'avoir des mouvements contrôlés et clean, je me suis dit que j'allais me concentrer davantage ces prochains jours sur du tirage. Donc la planche, je vais la mettre plutôt en fin de séance et contrôler mes mouvements, faire la chose bien, et je consacrerai mon début de séance à du tirage où là je me déchire la gueule. Je vais essayer d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée que ce que je faisais avant, parce qu'avant j'étais à 3 entraînements semaine, donc je vais faire des entraînements beaucoup plus courts, mais beaucoup plus dur au début et beaucoup plus technique à la fin. Ça encore une fois, je le dis, je le répète, tu dois noter tes entraînements pour regarder les moments où t'as progressé, les moments où t'as stagné et en tirer des leçons. T'es pas obligé de noter de manière ultra sophistiquée. Moi ce que je fais c'est juste en fin de séance, je note qu'est-ce que j'ai fait en travail nerveux, qu'est-ce que j'ai fait en travail musculaire, qu'est-ce que j'ai fait en travail technique. J'écris simplement combo straddle planche au sol par exemple si c'est ce que j'ai fait et je mets x5. Je précise pas les temps de repos, toutes les transitions, etc. On s'en fout, tu vois. Mais à chaque fin de séance, je fais un récap aussi, par écrit, de ce que j'ai bien kiffé dans la séance, ce que j'ai pas aimé, les observations que j'ai faites pour pouvoir améliorer la séance à suivre. J'ai remarqué qu'en général, front lever et même tirage, j'étais meilleur le matin, là où pousser, j'étais meilleur le soir. Ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres entraînements. Bon, j'ai quelques théories niveau hormonal sur le sujet, et aussi niveau postural. En gros, le matin, tu dois tout ouvrir. C'est pour ça que si je fais des étirements le matin, j'étire vachement la chaîne antérieure pour que ça m'ouvre. Et inversement, le soir, donc je suis meilleur en poussée, et si je veux faire des étirements le soir, j'accentue vachement la chaîne postérieure, de manière à plus me fermer. La posture que tu as quand tu es au repos, elle influe beaucoup sur tes niveaux d'énergie. Regarde, si je te demande d'imaginer une personne plutôt fatiguée, tu vas me dire, elle est voûtée comme ça, les bras tombent en avant, et quelqu'un qui est une pile électrique qui a beaucoup d'énergie, il a toujours tendance à être ouvert. Et d'ailleurs, les termes ouvert et fermé s'appliquent pas que en termes de posture et d'énergie, mais ça s'applique aussi à ton entourage. Quand t'es plus ouvert physiquement, t'es aussi plus ouvert aux autres, et quand t'es fermé, t'es plus concentré sur toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé au yoga d'ailleurs. Le yoga à la base, ça se veut être très individualisé comme approche du sport, et même plus qu'un sport, c'est un mode de pensée, courant de pensée. Et donc, un bon professeur t'observera et regardera ta posture en général, ton attitude, et cherchera, à travers la pratique, à compenser tout ça. Une personne qui serait plutôt fermée, il donnerait pas du tout les mêmes exercices comparé à une personne plutôt ouverte. Encore une fois, le but dans la vie, c'est de trouver l'équilibre. Tu fais du sport, tu dois avoir de la récupération. Si t'es fermé, tu dois travailler à ouvrir. Tu dois toujours regarder là où t'as des lacunes, là où tu manques d'équilibre et compenser. Le sport, c'est un biais, les étirements, c'est un biais. Comme t'aurais faim, ça veut dire que t'as pas assez mangé, donc tu manges plus faim. Toujours question d'équilibre. Bon. Aujourd'hui, je vais faire un échauffement encore plus court que d'habitude parce que je sens qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin d'avoir d'échauffement. Je me suis beaucoup entraîné à faire des échauffements très courts et je pense qu'on peut parfaitement s'adapter à des échauffements très courts. En particulier lorsque on fait attention à cet équilibre justement. Me concernant, je fais des étirements tous les soirs qui veillent à corriger ma posture et qui veillent aussi à développer ma souplesse, ma mobilité sur les skills qui m'intéressent, type mana. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des échauffements beaucoup plus courts. J'aime bien le fait de passer de 0 à 100 et le fait de me contraindre à bosser, à faire un petit échauffement avant, alors que j'ai pas de gêne, de douleur en particulier, et je le sais, que justement je bouge tous les jours, je sens mon corps, je suis habitué à l'utiliser. Ça me paraît comme une perte de temps plus qu'autre chose, et ça fait que je suis moins dans ma séance si j'ai mis 10-15 minutes à m'échauffer plutôt que si j'ai fait 2 minutes à tout péter et blam, j'attaque direct. T'as probablement remarqué aussi que mes entraînements changeaient beaucoup parce que j'ai remarqué que j'avais besoin d'énormément de variété. En fait, je dois toujours respecter le principe de faire de plus en plus dur à chaque entraînement, faire des trucs que j'aime et me laisser suffisamment de récupération. Ça, c'est les fondamentaux. Mais je me connais et je sais qu'en fait, j'ai pas du tout une progression linéaire. Et ça, c'est valable dans le street, mais dans tous les autres aspects de la vie. C'est-à-dire que j'ai des phases où je vais
ne jurer que par un seul truc. Genre j'ai déjà eu des phases où je jurais que par le jeûne intermittent, où je jurais que par les respirations de Wim Hof, où je jurais que par les entraînements à très haute fréquence. Donc voilà, j'ai toujours eu des phases comme ça. Et pendant ces phases, ce qui me fait kiffer, c'est de faire juste ce truc là. Bien évidemment, faut que je me force à maintenir un petit peu parce que si j'ai une phase, je sais pas, front lever haute fréquence, faut bien que je me contraigne un petit peu en fin de séance et vraiment un petit peu à maintenir les aptitudes que j'ai dans les autres skills et aussi mon endurance, donc ma capacité à faire beaucoup de volume en planche ou beaucoup de volume en front. Enfin, faut quand même que j'ai un petit peu de maintien du reste. Mais je sais que me concernant, un entraînement qui me fait pas plaisir, franchement, je le fais une fois et après je le refais plus jamais. Donc ouais, pour certaines personnes, l'aspect plaisir est encore plus omniprésent et important que pour d'autres. Moi, je sais que c'est mon cas. Voilà, apprends à repérer, toi, si t'arrives à te donner à fond, même dans un truc que tu kiffes pas parfaitement. Parce que c'est vraiment primordial de se donner à fond. Et si t'as besoin d'aimer le truc à 100% pour pouvoir te donner à fond à 100%, au moins tu le sais et donc tu pourras adapter tes entraînements de manière plus convenable par la suite. Ok, c'est même une petite balle quand même. J'avais déjà fait une série de front raise avant de commencer la vidéo. Max front raise, enfin pas vraiment max, je me suis arrêté un peu avant, j'en ai juste fait 5. Et franchement je me suis étonné sur le coup parce que j'arrivais à avoir pas mal de hauteur, alors que ces derniers temps je bosse plus le touch que les raises. Il y a une notion d'entraînement aussi dont je voulais te parler, ça fait un bail que j'en ai pas parlé, mais c'est le fait que c'est le début de ton entraînement qui t'apporte le plus de résultats. C'est là où t'as le plus d'énergie, donc c'est là où tu peux te donner le plus. Et ce serait une grosse erreur de s'économiser justement en début de séance. T'es à l'entraînement, ton but c'est de créer le plus gros pic de fatigue possible, pas le plus long, vraiment le pic le plus intense dès le départ pour que ensuite tu récupères et tu surcompenses, tu arrives au-dessus de ton niveau de départ. Tu ferais de la musculation, c'est les premiers exercices qui t'apportent le plus de résultats, qui font le plus évoluer tes performances. Quand j'entends performance, je parle vraiment dans la force, dans l'endurance, pas tant dans la technique. Dans la technique, les dernières séries, comme tu l'as vu avec le principe de Schmidt-Blecher, c'est les dernières séries qui font le plus progresser techniquement. Je sais que je vais devoir aller manger dans pas longtemps, donc je vais vraiment faire 2 séries encore en front, mais où je pousse vraiment comme un bourrin, et ensuite, après manger et le reste de la journée, je ferai une sorte de grise de groove pour ma planche, pour bosser ma technique. Je pense que toutes les 30 minutes, 1 heure, là j'ai accroché des élastiques, je ferai quelques planches press. Peut-être que j'ajouterai un petit peu de one arm handstand aussi, j'aime bien faire des combinaisons one arm handstand des planches. Voilà, ça repart. Bon, je me suis dit que j'allais bosser un petit peu sur mes raises plutôt que juste sur les touch. Peut-être que je ferai des combinaisons en commençant par touch et en finissant par les raises, ce serait une bonne idée. Au fil de la journée, je ferai mon grise de groove en planche one arm handstand et je rajouterai peut-être un tout petit peu, vraiment pas beaucoup pour le coup, de front à l'élastique. Donc encore une fois, je privilégie les variantes dynamiques, donc du front raise, front pull-up pour la planche press, peut-être planche push-up aussi, parce que quand tu fais des exercices dynamiques, tu te places plusieurs fois dans la position souhaitée. Ça développe davantage ta technique. Et en plus, le fait que tu as un effort concentrique, ça permet de développer davantage ta vitesse. Donc j'essaierai de te filmer quelques clips dans l'après-midi de ce que je fais en travail technique, comme ça t'aidera un petit peu dans tes entraînements. Donc le format sera différent d'habitude, parce que là, tu auras une grosse partie de la vidéo juste sur mon bout d'entraînement, et le reste sur ce que j'ai fait tout au long de la journée. Mais c'est aussi pour que tu changes ta vision de l'entraînement que je fais ça, parce que un entraînement c'est pas forcément faire une séance par-ci par-là. Non, ça peut être étaler le mouvement sur toute la journée. Il y a plein de manières d'induire de l'adaptation en fait.
Bon là pour le coup je suis pas ultra satisfait de mes performances. J'aime bien parce que je trempe de partout en forçant. Le bémol c'est que comme je t'ai dit avant, j'ai fait quelques séries sans forcer et je sens que c'était pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû rentrer dans le tas dès le départ. Et 2 petites séries que je t'ai pas filmées, ouais je les ai faites sans forcer, sans pousser l'effort à fond. Et en gros c'est comme si, t'imagines la courbe de la stress adaptation, bah c'est comme si j'avais pas bien lancé, je m'étais pas bien lancé, ouais. Genre au lieu de vouloir descendre, faire un gros pic, bah j'ai voulu faire un pic plus progressif. Bon, toujours est-il qu'on se retrouve juste après pour les séries techniques. Bon tu vois je viens de taper 1h30 de montage, donc je sens que ça me fait du bien de couper un petit peu. À vrai dire, si tu veux pouvoir être le plus efficace possible et le plus concentré possible, bah faut pas faire ça pendant toute la journée, faut toujours entrecouper, faut avoir des petites périodes de récupération en fait, comme dans l'entraînement. Ça c'est une méthode qui s'appelle le Pomodoro, tu la connais probablement. Alors le Pomodoro à la base fait 25 minutes, tâche qui te demande de la concentration quelconque. Genre par exemple tu taffes, tu révises, peu importe, et tu entrecoupes toutes les 25 minutes de 5 minutes où tu fais autre chose. Si possible quelque chose qui te demande de pas trop de concentration ou alors qui a rien à voir. Par exemple, tu peux, je sais pas, jongler pendant 5 minutes, faire du handstand pendant 5 minutes, lire un autre truc, faire de la respiration, de la méditation, juste en fait, tu changes complètement de focus. Faire de la musique par exemple c'est très bien. Je sais que avec mon pote Tennessee on fait souvent ça. Donc au final si tu bosses beaucoup, déjà ça te rend plus efficace pour bosser, mais en plus tu peux apprendre un instrument. Et c'est une capacité qui se perd de plus en plus, j'ai l'impression, ces derniers temps. Les darons qui mettaient leurs gosses à la musique, même il y en a de moins en moins, ça coûte cher. Et je trouve que pourtant c'est passion, je trouve que pourtant c'est une branche qui est tout aussi passionnante que le sport ou d'autres, je sais pas, genre le dessin, etc. Enfin voilà, tu peux aussi dessiner, mais tu peux aussi dessiner d'ailleurs. Trouve un truc qui te plaît et fais ça pour entrecouper ton taf. Comme tu peux le voir, je fais des combinaisons qui sont relativement courtes et je travaille en majorité en concentrique. Ça me permet de pas trop taper dans mon muscle, parce que faire des combinaisons longues, ça mène à une accumulation d'acide lactique. Enfin, l'acide lactique, c'est un terme un petit peu dépassé, ça n'existe pas vraiment, c'est un abus de langage. On va dire plutôt d'acidité dans le muscle. Ça met du temps à être évacué, donc ça crée de la fatigue. Et l'excentrique, ça crée aussi de la fatigue musculaire parce que ça crée des lésions au sein des fibres. Donc, combo long et excentrique, j'évite. Là, je fais plutôt du travail court et concentrique. Comme mon but, c'est de maîtriser les mouvements, je me mets pas dans des conditions particulièrement favorables à ça. Donc, c'est-à-dire que je mets pas de musique, je me concentre simplement sur ma technique. Parce que pour moi, quand tu maîtrises un mouvement, c'est que justement, tu peux le faire peu importe la situation, peu importe quand, si t'as fait d'autres mouvements avant, même si t'es claqué, t'es en lendemain de soirée, tu sais faire le mouvement, peu importe la situation. Pour moi, c'est ça que ça veut dire maîtriser un mouvement. Donc là, comme je veux bosser sur la technique de ma planche, et il y a encore pas mal de trucs à corriger, je fais des volumes beaucoup plus petits que d'habitude. Mais je travaille plus fréquemment. Donc je repars à faire du montage, et puis je reviens pour un autre épisode de Crise de Gros. Sans forcer, on a dit, juste de la vitesse et de l'intention de hauteur. Le plus important avec les front raise, je pense que c'est d'essayer d'envoyer le bassin vers le haut plutôt que de se concentrer trop sur les pointes de pied. Parce que si ton intention elle est sur les pointes de pied, pour le coup, c'est rare, d'habitude je dis l'inverse, et pour le front, tu te concentres sur les pointes de pied, tu vas vouloir les monter en premier. Donc ça va faire que tu presses en pike. Ça m'arrive en travail nerveux parce que je force comme un bourrin et j'arrive pas à me concentrer sur tout. Donc c'est un point que je dois corriger encore plus dans mon travail correctif en fin de séance. Or là c'est pas vraiment en fin de séance, du coup c'est plutôt étalé sur toute la journée, mais ça colle comme c'est des séries courtes, c'est explosif. Musculairement, il n'y a aucun impact là-dedans. Surtout que là je mets un élastique, donc ça diminue encore l'intensité. Ce que je trouve absolument génial avec le fait de répartir des séries tout au long de la journée
sans trop forcer, même sans forcer, juste en étant explosif, c'est que tu sens l'acétylcholine qui remplit ton système nerveux. Et c'est absolument phénoménal parce que tout ton corps, tu sens qu'il a une meilleure coordination, il est beaucoup plus léger, t'es plus clair d'esprit et même, ouais, ton corps est léger. Donc, si jamais t'as cette sensation-là, voilà, acétylcholine. Tu peux faire tes recherches si tu veux. Donc ouais, pour tout travail technique, ce que j'entends par série courte, c'est que ça dépasse pas les 5 répétitions et 15 secondes. Allez, jusqu'à 30 secondes pour un exercice type one arm handstand qui est pas très fatigant. Et voilà les repères que tu peux garder en tête. Galère un petit peu le one arm handstand à droite. C'est vrai que jusqu'ici, je l'ai toujours bossé qu'à gauche. Alors, on m'a déjà demandé si c'est un problème de faire une figure que d'un côté. Encore une fois, quand tu veux apprendre un skills, tu dois te simplifier la vie. Il y a forcément un côté où on est plus à l'aise que l'autre, et ça c'est valable pour n'importe quelle figure. De la même manière qu'on est droitier ou gaucher, il y a un côté où on est plus à l'aise en side, il y a un autre côté où on est plus à l'aise en rotation, il y a un côté où on va avoir plus de force en poussée, d'autres plus en tirage. Ça varie toujours. Surtout dans un mouvement comme le one arm handstand qui n'est pas particulièrement éprouvant physiquement, ça pose pas vraiment de soucis en fait. Parce que à peu près n'importe qui a la force, forcément la souplesse, mais la force pour faire un one arm handstand. Parce qu'à partir du moment où t'es bien aligné, en soi ça demande pas beaucoup de force. Un peu dans le poignet, mais je dirais que c'est plus problématique pour une figure comme un one arm front lever par exemple. Si un one arm front lever tu le tapes vraiment que d'un côté, étant donné que ça demande beaucoup de force, là tu vas avoir des déséquilibres de force qui vont apparaître. Et si en parallèle de ça, tu travailles pas ta mobilité générale via tes étirements ou via d'autres exercices bilatéraux, donc qui utilisent les deux bras, eh bien c'est là où tu vas avoir des soucis. Le one arm handstand, ça peut être une bonne idée de commencer avec les deux si t'as pas trop d'écart entre les deux bras de base, parce que quand tu travailles l'un, après tu peux t'entraîner à poursuivre la combinaison en essayant l'autre. En soi, bosser d'un côté, ça permet de récupérer de l'autre. Le souci, c'est que moi, en commençant, j'avais vraiment beaucoup trop d'écart. À vrai dire, le handstand, tout début, j'étais vraiment pas bon dedans. J'ai mis plus d'1 an à l'apprendre, tout simplement parce que je fais de la merde. J'étais plus rapide pour apprendre mon one arm handstand que pour mon handstand. Après, s'il y a vraiment pas le choix de bosser une figure comme la one arm planche, one arm front, qui demande de la force que d'un côté, si t'as pas le choix et il y a vraiment que un côté qui passe, dans ces cas-là, dans ton travail musculaire, eh ben tu compenses. Comme d'habitude, le travail musculaire, il sert à équilibrer. Donc si je fais que de la one arm planche à droite me concernant, je vais essayer de compenser dans mon travail musculaire en faisant des one arm planche lean des deux côtés, mais surtout à gauche. Voilà, c'est un exemple. Après, bah à toi de t'inspirer, de trouver tes propres solutions si tu travailles d'autres figures en unilatéral, genre one arm back lever ou je sais pas quoi. Pour le one arm handstand, du coup, il n'y a pas vraiment de travail compensatoire à faire. J'en fais un petit peu dans les étirements, c'est-à-dire que bah, comme cette épaule-là elle est en élévation et celle-là en abaissement, bah dans mes étirements, j'insiste plus sur le contraire. Mais voilà, encore une fois, t'as une lacune quelque part, bah tu mets juste plus de volume dessus. Pas plus compliqué que ça. Bon, ben c'était un petit one arm hollow back plutôt sympa. Faut continuer de bosser dessus et aussi avoir un meilleur alignement sur mon handstand. En soi, c'est l'angle qui est vraiment pas avantageux, ça donne l'impression que mon handstand est vraiment une forme dégueulasse. Bon, en réalité, il est pas parfait, mais il est pas aussi horrible que ce que ça rend sur la caméra. Enfin, toujours est-il que j'ai ça à continuer à travailler. Et ouais, je trouve ça génial parce que à peu près à chaque fois que je le tente, je le réussis. Je pense que si je bossais davantage dessus, ça pourrait vraiment devenir facile et encore plus impressionnant parce que je pourrais descendre plus bas. Parce que là, tu vois, ma souplesse quand je fais mon one arm hollow back, je la tire de mes lombaires. Parce que j'ai la cambrure de Kardashian, voilà, je suis né comme ça. Mais si je m'aidais en plus de ma souplesse d'épaule, là je pourrais avoir quasiment les pieds qui touchent le sol. Donc c'est là-dessus que je dois bosser pour le perfectionner. Bon allez, je retourne bosser.
Bon, et bien voilà, c'est une fin de séance et fin de journée pour moi. J'ai pas mal été pris par le taf et par le montage surtout. Comme je veux produire des vidéos de plus en plus quali, bah je passe des journées entières sur les montages maintenant. C'est un mal pour un bien, ça me fait plaisir de produire de la qualité. Mais bon, du coup, ça fait que j'ai pas pu faire autant de Grease the Groove que ce que je voulais parce que j'étais trop pris dans le montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile dans tes entraînements à toi. J'insiste sur la strat du Grease the Groove, surtout si tu fais un métier sédentaire. L'avantage du street, c'est que la plupart des figures peuvent être faites n'importe où. Donc même si tu bosses dans un bureau, même si tu bosses je sais pas où, tu peux aller aux toilettes, tu peux aller claquer quelques squats, quelques pistol squats, quelques dips ou quelques handstands, quelques pompes, je sais pas. Mais il faut vraiment que tu entrecoupes les moments où t'es assis à rien faire avec un petit peu d'activité physique. Rien que ça, c'est game changer au niveau de ta santé. J'espère que tu auras appris des trucs utiles. Je te souhaite un bon entraînement, une bonne récup. À la prochaine, c'était Moulax.